22 juin 1993. Le docteur Charles Epstein, un généticien respecté, rentre chez lui en Californie et trouve un colis inattendu qui l'attend dans sa boîte aux lettres. Le colis n'a pas d'adresse de retour et n'offre aucun indice sur son expéditeur. Dans sa maison, Epstein mentionne brièvement la livraison mystérieuse à sa femme et à sa fille, partageant un moment de curiosité amusée. Il emmène le colis dans son bureau privé, ignorant son véritable danger. Quelques instants plus tard, une explosion perturbe le calme du foyer, laissant Epstein gravement blessé. Seulement 2 jours après, le 24 juin, le professeur David Gillerter de l'université de Yale reçoit un colis similaire à son bureau. Quand Gillerter ouvre le paquet, une autre explosion se produit, le blessant gravement. Ces incidents coup sur coup rallument rapidement l'alarme nationale, confirmant les craintes qu'après une longue période de silence, le criminel notoire connu sous le nom d'Unabomber a repris sa campagne violente. L'homme derrière ces attaques, Ted Kaczynski, était autrefois reconnu comme un mathématicien brillant, un ancien professeur et un diplômé de Harvard. Son parcours de vie a pris un tournant troublant après une série d'expériences psychologiques controversées pendant sa jeunesse, affectant profondément son état mental et ses visions du monde. Poussé par un profond ressentiment envers la technologie et la société moderne, Kaczynski a passé près de 2 décennies à orchestrer une série d'attaques conçues pour instiller la peur et communiquer son idéologie anti-technologie. Voici l'histoire de Ted Kaczynski, l'Unabomber, un intellect doué dont la croisade dangereuse a défié les forces de l'ordre et capturé l'attention nationale, menant à l'une des chasses à l'homme les plus intenses de l'histoire américaine. L'histoire d'aujourd'hui est unique. C'est l'histoire de la plus grande chasse à l'homme que le FBI ait jamais menée pour un seul individu. En fait, c'était la 7e plus grande affaire de toute l'histoire du FBI, coûtant plus de 80 millions de dollars, en faisant l'une des plus importantes enquêtes criminelles de l'histoire. Alors, plongeons dans l'histoire. Le personnage principal est un homme nommé Ted Kaczynski, un Américain d'origine polonaise. Il est considéré comme l'un des criminels les plus dangereux de l'histoire des États-Unis, connu sous le nom de Bomber ou Unabomber. On l'appelait ainsi parce que ses premières cibles étaient les universités et les avions. Avant de commencer avec les crimes de Ted, revenons à quand il était enfant pour comprendre ce qui l'a mené à devenir le Bomber. Ted est né en 1942 dans une famille ordinaire dans la banlieue de Chicago. Sa famille était d'origine polonaise, ce qui est évident d'après leur nom de famille, Kaczynski. Ses parents étaient éduqués et l'ont élevé avec un fort accent sur les études. Et effectivement, Ted s'est avéré être un génie. Il était clair dès son plus jeune âge qu'il était exceptionnellement intelligent et loin devant ses pairs. Ses parents l'ont poussé encore plus fort à exceller, voulant qu'il reste en avance. Ted a sauté 2 classes à l'école et s'est retrouvé à étudier avec des enfants 2 ans plus âgés que lui. Pourtant, il est resté le meilleur élève et le plus intelligent parmi eux. Mais c'est là que les problèmes ont commencé. Ted a commencé à se sentir seul. Il ne pouvait pas se rapporter à son environnement ou aux gens qui l'entouraient. Ses camarades de classe étaient plus âgés et pas à son niveau intellectuel, alors ils ont pris leur distance avec lui. Au fil du temps, son sentiment d'isolement a grandi. Heureusement, il avait un frère plus jeune nommé David, et Ted a construit un lien fort avec lui. David est devenu son ami le plus proche parce que, à vrai dire, Ted n'avait pas d'autres amis. Les 2 frères ont grandi inséparables jusqu'en 1958, quand Ted a fini l'école et a commencé l'université, à l'université de Harvard, rien de moins, à seulement 16 ans. Il était sur une bourse complète, ce qui montre à quel point il était brillant. Mais sa solitude s'est intensifiée après avoir quitté sa famille et son frère. L'écart entre lui et ses pairs universitaires s'est creusé. Il écrivait parfois des lettres à sa mère, lui reprochant de l'avoir poussé si fort qu'il avait raté une vie sociale normale. Bien qu'il soit intellectuellement doué,
Émotionnellement et socialement, il avait été coupé de son environnement à cause de la pression d'exceller. Pendant son temps à Harvard, plusieurs expériences ont façonné les pensées sombres qui le définiraient plus tard. Nous n'entrerons pas dans ces détails pour l'instant. Nous les garderons pour la fin de l'histoire, car ils révèlent comment Ted a commencé à se transformer en bombeur. Alors, gardez ces années à Harvard en tête. Malgré tout, rien n'a diminué son intelligence. Il a obtenu son diplôme avec les honneurs, et en 1968, 5 ans plus tard, il a obtenu un doctorat en mathématiques de l'Université du Michigan. Sa thèse doctorale était si avancée que seulement 4 ou 5 mathématiciens dans le monde pouvaient la comprendre. Elle a gagné plusieurs prix prestigieux et a été publiée. Ted est ensuite devenu professeur de mathématiques à UC Berkeley, mais il n'a enseigné que pendant 2 ans avant de décider d'abandonner. Et il n'a pas seulement quitté son travail. Il a quitté la vie moderne complètement. Il n'avait accepté le travail que pour gagner assez d'argent pour tout laisser derrière lui. Il voulait s'isoler de la société et vivre seul, loin de la vie moderne. Ted avait une philosophie étrange sur la vie. Il était contre la technologie et l'avancement rapide qui commençait à dominer la vie des gens. Nous parlons des années 1970, quand les télévisions et les ordinateurs commençaient juste à se répandre et les gens commençaient à en dépendre fortement. Du point de vue de Ted, la technologie était supposée donner plus de liberté aux humains, mais en réalité, elle leur enlevait leur liberté. Sa philosophie était que la technologie, créée pour libérer les gens, s'était retournée contre eux et les contrôlait maintenant. Nous explorerons plus les idées de Ted plus tard dans l'histoire. Ted a décidé de s'isoler complètement. Il a acheté un terrain dans les bois du Montana et y a construit une petite cabane. Son frère David l'a aidé à la construire et a en fait soutenu la décision, croyant que Ted avait besoin de paix à cause de ses pensées troublées. Alors, à partir de 1971, Ted a vécu dans cette cabane sans électricité, plomberie ou salle de bain. Il cultivait un petit jardin et chassait de petits animaux comme les lapins. Il se baignait dans la rivière et vivait ce qui ne pouvait être décrit que comme un mode de vie primitif. Ted avait un vélo et allait occasionnellement à la ville voisine de Lincoln pour visiter la bibliothèque publique et lire. Finalement, son argent s'est épuisé, alors il a commencé à faire des petits boulots pour s'en sortir. À un moment, il est même retourné à Chicago pour travailler dans une usine de téléphone gérée par son frère David. En travaillant là, Ted est tombé amoureux d'une collègue. Il a confessé ses sentiments et ils sont sortis quelques fois. Mais à cause du comportement étrange de Ted, la femme a commencé à se sentir mal à l'aise et a mis fin à la relation. Ted a pris le rejet très personnellement et est devenu extrêmement en colère. Le lendemain, David est arrivé à l'usine pour trouver plus de 150 notes éparpillées partout, remplies de poèmes grossiers et offensants visant la femme. C'était évident que Ted les avait écrites. Une dispute majeure a éclaté entre les frères. David a dit à Ted de nettoyer le désordre et de s'excuser, mais Ted a refusé. La dispute s'est envenimée et David a fini par virer son frère. Après cela, Ted est immédiatement retourné à sa cabane dans la forêt et a décidé d'y rester seul pour le reste de sa vie. Malgré cela, lui et David ont continué à échanger des lettres de temps en temps, mais finalement, même cela s'est arrêté. Des années ont passé sans que David voie ou entende parler de Ted. Ce que David ne savait pas, c'est que son frère subissait une transformation profonde. Ted était devenu consumé par la colère. Il en voulait à ses parents de l'avoir poussé si fort académiquement et de l'avoir isolé socialement. Il était en colère contre la femme qu'il avait rejetée. Il était amer envers son frère David, surtout après que David se soit marié. Ted sentait que le mariage avait créé un fossé plus grand entre eux. Bien que Ted n'ait même jamais rencontré la femme de David, il la critiquait souvent dans les lettres, accusant David de laisser une femme le contrôler et l'éloigner de sa famille.
C'était une des raisons pour lesquelles leurs lettres ont cessé. Mais au-delà de cela, Ted s'accrochait encore aux expériences douloureuses qu'il avait eues à Harvard, sur lesquelles nous reviendrons plus tard, et il était furieux contre la société et le système d'embrasser la technologie et la vie moderne. Comme nous l'avons mentionné, sa philosophie était fermement anti-technologie. Toute cette colère et cet isolement l'ont finalement mené à une conclusion. Il devait riposter contre la société, et c'est alors que Ted a décidé de devenir le bombeur. Ted, bien sûr, étant un génie dans le domaine scientifique, avait des connaissances dans diverses sciences, y compris la chimie. Il avait même des livres de chimie dans sa cabane. Après quelques études et expérimentations, il a réussi à apprendre comment fabriquer des bombes. Naturellement, ce n'étaient pas des bombes puissantes. Elles étaient considérées comme faibles et primitives, car il était encore en phase d'apprentissage. Mais c'était quand même des bombes. Ted a décidé d'utiliser le système postal pour envoyer ses bombes. Il les plaçait dans des colis postaux ordinaires et les envoyait à ses cibles, comme n'importe quel autre paquet. Mais qui étaient ces cibles et pourquoi les a-t-il choisis? Nous ne répondrons pas à cela tout de suite, mais nous y arriverons au fur et à mesure que l'histoire se déroule. Ted a effectué son premier attentat le 25 mai 1978. Il a visé une université à Chicago, appelée Northwestern. Spécifiquement, il a visé un professeur nommé Buckley Christ, qui travaillait dans le département de génie mécanique. Cependant, le paquet n'a jamais atteint le professeur. Un garde de sécurité du campus l'a trouvé dans le parking. Soupçonnant quelque chose d'étrange avec le colis, le garde a décidé de l'ouvrir, et il a immédiatement explosé dans sa main, lui causant des blessures. Le garde, bien sûr, n'avait jamais imaginé que le paquet pouvait être une bombe. Heureusement, l'explosion était très limitée parce que la bombe n'a pas complètement détonné. Ce n'était qu'une explosion partielle, résultant en des blessures mineures. La police, les équipes de sécurité et les spécialistes des bombes sont arrivés sur les lieux et ont confirmé que c'était une bombe délibérément fabriquée. Quelqu'un l'avait fabriquée. Cependant, elle était très primitive. Elle consistait en une boîte en bois, de la poudre noire comme matériel explosif, et une méthode d'allumage basique utilisant des allumettes. Il était clair que le fabricant de bombes n'était pas un expert. Une enquête a été lancée, mais elle n'a mené nulle part. L'affaire a été fermée sans résultat. Environ un an plus tard, le deuxième attentat s'est produit le 9 mai 1979, visant encore l'université Northwestern. Cette fois, la bombe a été laissée sur une table, à l'intérieur d'une des salles de l'université. C'était dans un colis postal sans nom dessus, adressé simplement à l'université, le rendant accessible à quiconque pourrait l'ouvrir. C'était une cible aléatoire, mais toujours dans l'université. Finalement, un des étudiants l'a ramassé et l'a ouvert. Il a explosé dans son visage, causant des brûlures et blessures mineures. Les bombes n'étaient toujours pas très avancées, mais cette fois le design était légèrement différent. Le boîtier extérieur de la bombe était encore une boîte en bois, comme la première, mais la méthode d'allumage impliquait des fils et des batteries. Le mélange explosif était de la poudre sans fumée, similaire à ce qui est utilisé dans les cartouches d'armes à feu, combiné avec du soufre extrait d'allumettes. Donc encore, c'était une bombe primitive, mais avec un design légèrement différent, comme si le bombeur expérimentait. La police et les experts en bombes ont examiné l'appareil et ses restes. Après une brève enquête, ils n'ont pas atteint de conclusion claire. Ils ont même pensé que ce pourrait être juste une blague, surtout parce que les dégâts n'étaient pas significatifs. Et la bombe était si grossièrement fabriquée qu'ils n'ont pas vu le besoin d'une enquête approfondie. Personne n'a lié cette bombe à la première, même si les deux incidents sont arrivés à la même université. Peut-être que c'était parce que les bombes étaient faibles et le temps entre les deux attaques était une année entière. Pendant le temps où Ted distribuait des bombes, il écrivait aussi un journal. Il avait un carnet où il enregistrait ses pensées et sentiments sur les bombes.
Ce qui était étrange, cependant, c'est que tout le journal ne consistait qu'en nombres. Pas un seul mot, juste des pages pleines de nombres. Donc même si quelqu'un tombait par hasard sur le carnet, tout ce qu'il verrait serait des nombres. Comme mentionné avant, Ted était une personne extrêmement intelligente et un professeur de mathématiques. Ce qu'il a fait, c'est inventer son propre code pour écrire en utilisant des nombres. Chaque nombre représentait une lettre ou un mot. Nous le savons maintenant parce que l'affaire a été résolue et le FBI a réussi à casser le code et comprendre les significations derrière les nombres et ce qu'ils représentaient. Alors, Ted écrivait son journal dans ce code numérique pour que si quelqu'un, disons un voleur, entrait dans sa cabane et lisait accidentellement le journal, ou s'il se perdait ou finissait entre les mains de quelqu'un d'autre, personne ne le comprendrait. Personne ne saisirait le contenu. Tout semblerait juste des nombres. Plus tard, quand le FBI a cassé le code et décodé ce qui était écrit dans le journal, ils ont pu découvrir les vraies pensées et motivations de Ted concernant les bombes. Après que la deuxième bombe ait explosé, Ted a écrit dans son journal « J'aurais aimé que l'explosion ait aveuglé la victime, ou fait exploser ses mains, ou au moins les défigurer. J'apprendrai plus et ferai de meilleures bombes. J'aimerais avoir accès à de la dynamite. » C'étaient les mots que Ted a écrits dans son journal crypté. Cela montre que Ted était déçu des résultats de ses premières et deuxièmes bombes. Il voulait causer plus de destruction. Il voulait même tuer, s'il le pouvait. Le principal avantage de Ted était son isolement du monde. Personne ne savait quoi que ce soit sur lui. Personne ne savait ce qu'il faisait. Et il vivait seul dans une cabane au fond des forêts du Montana. S'il avait besoin de quelque chose, il prendrait son vélo primitif pour aller à la ville voisine de Lincoln. Ted allait en ville pour obtenir les matériaux dont il avait besoin pour fabriquer ses bombes. Parfois, il s'introduisait même dans des cabanes ou des hangars de stockage appartenant à d'autres et volait des morceaux de ferraille. Des choses dont personne ne se soucierait si elles disparaissaient. Des fils, des morceaux de métal, des tuyaux, des connecteurs, et ainsi de suite. Tout cela était du matériel basique et ordinaire qu'on pouvait trouver n'importe où. Un des endroits que Ted visitait souvent, ou aimait visiter, en ville, était la bibliothèque publique. C'était une petite bibliothèque, adaptée à une petite ville, et Ted aimait passer du temps là, à lire des livres. Il a même réussi à devenir ami avec le directeur de la bibliothèque et plusieurs résidents de la ville. Le fils du directeur de la bibliothèque est devenu son ami aussi, et Ted l'aidait avec ses leçons de maths. Tous ceux en ville qui ont appris à le connaître pensaient qu'il était un homme gentil et amical. Il n'avait aucune idée de sa vraie identité. À ce moment-là, Ted préparait sa troisième bombe, et cette fois, il a décidé de viser un avion. Le 15 novembre 1979, un vol American Airlines a décollé de Chicago en direction de Washington. L'avion, bien sûr, transportait des passagers ainsi que du courrier cargo. À l'intérieur d'un des colis se trouvait la bombe de Ted. Après que l'avion ait décollé et soit en l'air, la bombe a soudainement explosé. Elle était située dans la soute à bagages, qui est un compartiment isolé. Heureusement, l'explosion était faible, comme les bombes précédentes, donc elle n'a pas affecté significativement l'avion. Cependant, elle a causé un petit incendie dans la zone de cargo et de la fumée s'est répandue dans la cabine. Certains passagers ont même connu une suffocation légère. Le pire de tout, l'explosion a causé la panique parmi les passagers et l'avion a dû faire un atterrissage d'urgence. Après cet incident, le FBI a été appelé. Puisque toute tentative d'attentat à l'avion relève de leur juridiction, quand ils ont examiné les restes de la bombe et l'ont analysée, ils ont trouvé qu'elle avait un boîtier en bois et était déclenchée par un altimètre, un appareil qui mesure l'altitude en utilisant la pression de l'air. Cela signifiait que la bombe était conçue pour détonner une fois que l'avion atteignait une certaine hauteur. En d'autres termes, la personne qui l'a fabriquée avait l'intention de faire tomber l'avion. Heureusement, la bombe était trop faible pour y arriver.
Ted lui-même a écrit dans son journal crypté, le plan était de faire exploser l'avion en plein vol, mais malheureusement, il n'a pas été détruit. La bombe était trop faible. Le FBI a pris l'affaire très au sérieux. Tenter d'attenter à un avion est un acte extrêmement dangereux, et ils devaient agir rapidement pour découvrir qui était derrière cela. Pendant leur enquête, ils ont revu tous les cas similaires ou attentats, surtout à Chicago, la ville d'où l'avion avait décollé. Ils ont trouvé les 2 cas d'attentats précédents qui s'étaient produits à l'université Northwestern. Immédiatement, ils ont lié les 3 bombes, les 2 universitaires et la bombe d'avion, et ont conclu qu'elles avaient été fabriquées par la même personne. Cela signifiait qu'ils avaient affaire à un bombeur en série. Malgré quelques différences entre les 3 bombes, le style était cohérent. Appareil primitif avec des boîtiers en bois et des composants principalement similaires, même si les mécanismes de détonation variaient. L'analyse du FBI suggérait que le bombeur expérimentait avec différentes méthodes pour fabriquer ses bombes. Il était clair qu'il était un débutant, mais apprenant activement et s'améliorant. Cela signifiait qu'il devait le trouver rapidement avant qu'il réussisse à construire une bombe vraiment destructrice et causer de vrais dommages. Le plus gros problème était que le FBI n'avait aucun indice ou piste pour l'identifier. Après avoir examiné les restes de bombes, ils n'ont trouvé aucune empreinte digitale, aucun cheveu, rien qui pourrait remonter jusqu'à lui. Tous les composants étaient propres. Il était clair que le bombeur était méticuleux et prudent de ne laisser aucune preuve derrière lui. 7 mois après la tentative d'attentat à l'avion, le 10 juin 1980, la 4e bombe est apparue. Cette fois, la cible était un homme nommé Percy Wood, qui était le président d'United Airlines. Ce jour-là, Percy est allé vérifier sa boîte aux lettres et a trouvé un paquet d'un expéditeur inconnu, avec une lettre. Dans la lettre, l'expéditeur prétendait que le paquet contenait un livre de grande valeur sociale et d'idées transformatrices, qu'il changerait sa façon de penser. Le message était clairement conçu pour l'inciter à ouvrir le livre. Curieux, Percy voulait voir quelles étaient ses grandes idées. Alors il a ouvert le paquet et sorti le livre. Dès qu'il l'a ouvert, la bombe a explosé dans son visage. Le livre avait été évidé et transformé en boîtier de bombe. Il était piégé pour exploser au moment où il était ouvert. Une bombe à l'intérieur d'un livre. C'était une nouvelle méthode que le bombeur essayait. Pire, cette fois, l'explosion était beaucoup plus puissante. La victime a failli être tuée et a subi des blessures graves. Cette bombe était beaucoup plus violente que les précédentes. Ravi de ce succès, Ted a écrit dans son journal crypté « Je me sens mieux. J'ai encore beaucoup de colère en moi, mais maintenant j'ai la capacité de me venger. » Bien sûr, ce qu'il voulait dire, c'était se venger de la société, ou des gens qu'il voyait comme des symboles du progrès et de la technologie. C'était le fil conducteur commun parmi toutes ces cibles. Bien sûr, le FBI ne le savait pas à ce moment-là, et ils ont commencé à sentir la pression monter. S'ils ne pouvaient pas identifier le bombeur rapidement, ces incidents escaladeraient, surtout maintenant qu'apparemment, le bombeur avait commencé à construire de vraies bombes, celles avec un haut pouvoir destructeur. Après avoir examiné les parties et restes de la bombe, le FBI n'a toujours pas trouvé de preuves qui pourraient les mener au bombeur. Mais cette fois, au moins, ils avaient quelques pistes qu'ils pouvaient suivre. Le premier indice était une pièce de métal à l'intérieur de la bombe gravée avec les lettres FC. À ce moment-là, le FBI n'avait aucune idée de ce que ces lettres signifiaient. Mais il comprenait que c'était comme une signature ou une marque que le bombeur avait délibérément laissée derrière lui. La pièce de métal avec les lettres gravées avait été protégée à l'intérieur de la bombe d'une façon qui montrait clairement que le bombeur voulait qu'elle reste intacte. Il voulait qu'il la trouve. Il voulait qu'il voie ces lettres. FC, c'était comme une signature ou même un défi de Ted. Ted continuerait à utiliser ces lettres pour s'identifier, comme s'il leur disait «
Toute bombe que vous trouvez dans le futur avec ces lettres, c'est la mienne. » Il voulait être fier de son travail, les narguer. Les lettres étaient en fait une abréviation pour Freedom Club, l'alias que Ted a choisi pour lui-même et qu'il utiliserait plus tard dans ses futures bombes, lettres et écrits. Nous en verrons plus au fur et à mesure que l'histoire se déroule. L'important était que le FBI comprenait. Ces lettres étaient la signature du bombeur, FC. Le deuxième indice que le FBI avait était le message que le bombeur a envoyé avec la bombe, qui encourageait la victime à lire un livre. Alors ils ouvriraient et déclencheraient l'explosion. Ce message était tapé, pas écrit à la main, mais c'était encore le premier échantillon d'écriture qu'ils avaient du bombeur. Ted avait une machine à écrire dans sa cabane, qu'il utilisait régulièrement, et nous verrons plus des écrits de Ted et cette machine à écrire en allant plus profond dans l'histoire. Même si le FBI avait quelques pistes maintenant, ils étaient toujours perdus. Ils ont essayé de tracer l'origine des paquets, suivi les timbres postaux et regardé d'où les colis étaient envoyés. Mais tout cela menait à des impasses. Les bombeurs ne laissaient aucune trace. Quand Ted envoyait ses colis et lettres, il ne les envoyait jamais de près de sa cabane ou de la ville voisine. Il voyagerait littéralement en bus vers différents États juste pour les envoyer. Il était extrêmement prudent et laissait toujours un long intervalle entre ses attaques. Après la 4e bombe, plus d'1 an s'est passé sans nouveaux incidents, mais Ted est revenu avec sa 5e bombe le 8 octobre 1981. Il a voyagé en bus vers une ville appelée Salt Lake City et est allé à une université là, l'université de Utah, où il a laissé le paquet contenant sa 5e bombe. Cette fois, il a personnellement livré le paquet et l'a laissé dans un des couloirs de l'université. Il est resté là un moment jusqu'à ce que quelqu'un tombe dessus, le ramasse et essaye de l'ouvrir pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Heureusement, la bombe n'a pas d'exploser cette fois. Quand le FBI a été informé, ils sont venus et ont immédiatement saisi l'appareil. Mettre la main sur une bombe non explosée était une énorme percée dans l'affaire, leur permettant de l'examiner et son contenu minutieusement. C'était clairement un des appareils du bombeur, mais le design était légèrement différent. Cette fois, c'était un conteneur plein d'essence à côté d'une petite bombe à tuyaux. L'idée était que quand la bombe exploserait, l'essence s'enflammerait et aspergerait le visage de la victime, les brûlant, et soit les tuant ou causant des blessures graves. Naturellement, le FBI et les analystes judiciaires ont examiné la bombe soigneusement, cherchant des empreintes digitales, des traces, des cheveux, quoi que ce soit, mais l'appareil était propre. Aucune preuve du tout. Maintenant, la préoccupation grandissante du FBI était que le bombeur élargissait la portée de ses opérations. Jusqu'à maintenant, toutes les attaques avaient été à Chicago. Mais maintenant, il avait atteint Utah, ce qui signifiait qu'il n'avait pas une zone d'activité fixe. Sa prochaine cible pouvait littéralement être n'importe où, et c'était un gros problème. Ted frapperait encore avec sa 6e bombe le 5 mai 1982. La bombe a été envoyée dans un paquet à l'université Vanderbilt dans l'État du Tennessee, un nouvel État, et une nouvelle université. La note était écrite en anglais et disait « Ouh, ça marche. Je t'avais dit que ça marcherait. Hervé. » Dès que le FBI a vu cette note, ils ont immédiatement su que c'était juste une tactique de diversion du bombeur. Il n'y avait aucun moyen qu'un bombeur si prudent laisserait quelque chose à l'intérieur de la bombe qui pourrait l'identifier. Et effectivement, Ted leur avait laissé cette note comme simple appât pour les détourner. Mais peu importe, le FBI devait quand même vérifier et enquêter. Il devait regarder chaque personne nommée Wu à travers toute l'Amérique et voir si l'une d'elles avait des connexions avec quelqu'un dont le nom commençait par les initiales RV. Cela seul ouvrirait une enquête complexe et longue, éparpillant beaucoup de leurs efforts dans la mauvaise direction. Et ils le savaient. Ils savaient que c'était une fausse piste délibérée.
Mais ils devaient quand même suivre. C'était comme si Ted jouait avec eux en profitant. Mais en réalité, Ted n'en profitait pas tant que ça. Après cet attentat, il a écrit dans son journal crypté « C'est très frustrant que je ne puisse pas construire une bombe vraiment létale ». Ce qui signifie l'objectif de Ted était de tuer ses victimes, et il était contrarié de ne pas avoir réussi à atteindre cela. Après la 7e bombe, Ted a disparu pour longtemps. Il a disparu pendant 3 ans. Le FBI était perplexe par cette disparition. Une de leurs théories était que le bombeur était un criminel qui avait peut-être été arrêté pour une accusation ou affaire non reliée et était maintenant en prison. Bien sûr, cette théorie était fausse. Ted voulait simplement prendre une pause pour améliorer et perfectionner ses bombes. Il voulait construire des explosifs mortels et létaux. Alors, il a passé toutes ces années à expérimenter. La plupart de ces expériences étaient faites dans la forêt, et même quelques habitants de la ville voisine ont dit qu'ils entendaient parfois ce qui ressemblait à des explosions distantes venant des bois. Après que l'affaire ait été découverte, ils ont réalisé que c'était probablement les essais de Ted. Pendant sa disparition, Ted a aussi eu quelques aventures dans la ville. Par exemple, il y avait un homme nommé Butch Gehring, un des habitants de la ville, qui possédait une scierie. Il avait l'habitude de couper des arbres dans la forêt et d'opérer la scierie avec de la machinerie lourde. Ted le détestait absolument. Il le méprisait pour couper des arbres et polluer l'environnement avec ses machines et sa fumée, sans mentionner le bruit fort. La scierie était aussi quelque peu proche de la cabane de Ted. Elle était près du chemin qu'il prenait en allant en ville. Chaque fois qu'il passait, il était dégoûté et irrité. Alors Ted a décidé de détruire la scierie. Une nuit, sans que personne ne s'en aperçoive, il a apporté des sacs de sable et les a versés dans le moteur principal de la machinerie de la scierie. Alors, quand il l'allumerait, le sable se répandrait dans toute la machine et la détruirait complètement. À la fin, le propriétaire de la scierie a dû payer un prix élevé pour la réparer, perdant beaucoup d'argent cette année-là, et il n'avait absolument aucune idée de qui était derrière cela. Il pensait que c'était peut-être une blague de quelques enfants. Une autre chose que Ted a faite pendant sa disparition était d'attaquer des motards. Il y avait un groupe de jeunes hommes qui conduisaient leurs motos tout-terrain à travers les sentiers de la forêt, comme hobby ou sport. Bien sûr, ces motos de rallye étaient extrêmement bruyantes et ils couraient à travers les bois comme des fous. Ted était furieux. Il voyait leur comportement comme une violation de sa vie privée, son isolement et sa paix. Les motards avaient même leur propre cabane dans la forêt, plus grande et mieux équipée que celle de Ted. Ils avaient un générateur, l'électricité, une salle de bain. Tout était en ordre. Une nuit, Ted a pris une hache de sa cabane, y est allé et s'est introduit dans leur cabane, non par la porte, mais en faisant un trou dans le mur. Puis il a détruit tout à l'intérieur. Littéralement, il n'a laissé aucun meuble intact, détruit chaque objet et à la fin a déféqué à l'intérieur de la cabane et est parti. Alors même si Ted prétendait qu'il voulait une vie paisible et isolée, il vivait en fait des aventures dans les bois et la ville voisine, tout en continuant à améliorer et raffiner ses bombes. Une des choses qu'il a faites était de changer le mélange explosif à l'intérieur de ses appareils. Au lieu de se fier à la poudre à canon, il a commencé à utiliser un mélange de nitrate d'ammonium et de poudre d'aluminium. Ce mélange, bien sûr, était beaucoup plus explosif et pas facile à faire. Cela demandait des efforts. Après 3 ans de disparition, le bombeur est revenu avec sa 8e bombe le 15 mai 1985. L'emplacement cible était le même que la bombe précédente, l'Université de Californie à Berkeley, qui, comme nous. Après 3 années de disparition, le poseur de bombes revint avec sa 8e bombe le 15 mai 1985. L'endroit ciblé était le même que la bombe précédente, l'Université de Californie à Berkeley.
qui, comme nous l'avons mentionné auparavant, est la même université où Ted travaillait comme professeur. Ted plaça sa bombe une fois de plus dans le département de génie électrique. Un des étudiants vit la bombe et sa curiosité l'amena à s'approcher et à l'ouvrir. Dès qu'il l'ouvrit, elle explosa violemment dans son visage. L'étudiant souffrit de blessures graves et de brûlures. Imaginez, il perdit 4 doigts de sa main droite et se retrouva avec un trou littéral dans le bras. Ces blessures étaient véritablement brutales. Le FBI vint examiner la scène et les restes de la bombe. Comme avec les bombardements précédents, ils ne trouvèrent rien de nouveau. Mais une fois de plus, ils trouvèrent la signature du poseur de bombe, FC, gravée dans les composants de la bombe, confirmant que c'était le même poseur de bombe et qu'il était sorti d'une hibernation de 3 ans. Il semblait aussi que ces bombes étaient devenues plus puissantes et dangereuses. C'était la première fois qu'une victime avait été blessée à ce point. 4 doigts arrachés et une blessure béante dans le bras. L'attaque suivante arriva rapidement, juste 1 mois plus tard. Le 13 juin 1985, Ted envoya sa 9e bombe, cette fois à l'intérieur d'un paquet postal adressé au siège de Boeing à Washington. Boeing, bien sûr, est l'entreprise qui fabrique les avions. Le paquet n'était pas adressé à une personne spécifique, juste à l'entreprise. Le personnel du courrier de l'entreprise remarqua le paquet et le trouva suspect, surtout parce qu'il était quelque peu lourd. Ils furent prudents en le manipulant parce qu'ils étaient au courant du cas du poseur de bombe. Aucun d'eux ne l'ouvrit. Au lieu de cela, ils le firent scanner avec une radiographie. Immédiatement, ils réalisèrent que c'était une bombe et appelèrent le FBI. Le FBI vint, saisit la bombe, la désarma et confirma que c'était un des dispositifs du poseur de bombe, surtout après avoir trouvé les lettres gravées FC à l'intérieur. Cependant, cette bombe, comme celle d'avant, ne fournit aucune nouvelle piste. 5 mois plus tard, le poseur de bombe envoya sa 10e bombe le 15 novembre 1985. Cette fois, la cible était l'Université du Michigan, une université dont nous avons parlé au début de l'histoire parce que c'est là que Ted étudia après avoir diplômé de Harvard et obtenu son doctorat en mathématiques. Ted envoya un paquet piégé à cette université adressé à un professeur nommé James McConnell. Le paquet arriva au bureau du professeur accompagné d'une lettre. Le professeur ouvrit la lettre pour la lire, tandis que son assistant, qui était aussi dans le bureau, prit le paquet et commença à l'ouvrir. Le professeur commença à lire la lettre, qui disait « Je suis un étudiant en doctorat et j'espère que vous lirez ce livre que je vous ai envoyé. Quelqu'un dans votre position devrait définitivement lire ce livre. » Pendant que le professeur lisait la lettre, l'assistant ouvrit le paquet et la bombe explosa dans son visage. L'assistant souffrit de blessures graves et le professeur, qui se tenait un peu plus loin, perdit partiellement son ouïe. Les deux furent blessés, mais l'assistant fut blessé plus gravement. Fait intéressant, ce professeur n'était pas un professeur de génie électrique, d'informatique ou d'un domaine lié à la technologie. Il était professeur de psychologie, un psychologue. C'était étrange pour Ted de le cibler. Même le FBI, quand ils arrivèrent et enquêtèrent sur la scène et les victimes, fut perplexe. Pourquoi le poseur de bombe s'en prendrait-il à un professeur de psychologie? Ce n'était pas sa cible habituelle. Ils commencèrent même à se demander si le poseur de bombe ciblait maintenant les universités en général, indépendamment du département ou de la spécialisation. Ce que le FBI ne savait pas à l'époque était que ce bombardement particulier était motivé par des motifs personnels, contrairement au précédent. Ted avait une connexion personnelle avec le professeur de psychologie qu'il ciblait. Dans ses journaux chiffrés, Ted écrivit qu'en 1962, pendant qu'il travaillait sur son doctorat à l'Université du Michigan, des pensées sombres commencèrent à envahir son esprit. Alors il alla voir ce psychologue, James McConnell, espérant de l'aide.
Mais selon les journaux de Ted, le docteur essaya de le convaincre qu'il était mentalement malade et le poussa à prendre des médicaments pour contrôler son esprit. Comme Ted le décrivit, cela le rendit extrêmement en colère. Ted écrivit même qu'il rêvait de tuer ce docteur, de l'étrangler de ses propres mains, et qu'il ressentirait un grand soulagement après l'avoir tué dans le rêve. En d'autres termes, les pensées meurtrières et destructrices de Ted étaient avec lui depuis ce temps. Mais puisqu'il était intelligent et prudent, il fut capable de se contrôler et n'agit pas selon ses pulsions jusqu'à ce que la bonne opportunité se présente, après qu'il se soit isolé du monde et ait coupé le contact avec la société pour éviter d'éveiller les soupçons. C'est la raison pour laquelle il resta en liberté si longtemps, parce que, malgré la rage en lui, il était toujours prudent et intelligent dans ses mouvements. Donc, la raison pour laquelle Ted cibla ce professeur était personnelle. Il gardait une rancune profonde contre lui. Ted reviendrait au bombardement moins d'un mois plus tard, avec sa 11e bombe, le 11 décembre 1985. Cette fois, la cible était à Sacramento, en Californie. Mais cette fois, Ted ne construisit pas juste une bombe puissante. Il ajouta une nouvelle fonctionnalité. Il l'a conçue pour libérer des éclats d'obus lors de la détonation. Il la bourra de clous et de fragments de métal pour causer autant de blessures que possible. Il plaça la bombe dans le parking arrière d'un magasin d'ordinateurs, à côté des voitures. La bombe était cachée dans une boîte en bois avec 4 clous qui en dépassaient. Ted cibla ce magasin parce qu'il vendait des ordinateurs et des appareils électroniques. C'était une entreprise technologique. Pendant la pause déjeuner, le propriétaire du magasin sortit par la porte arrière et vit la boîte en bois par terre. Il la trouva étrange, s'en approcha et décida de la ramasser. Et la bombe explosa instantanément. L'explosion fut violente. Les clous et les éclats d'obus déchirèrent le corps de l'homme, laissant un trou massif dans sa poitrine. Il mourut sur le coup. Hugh Screton, le propriétaire du magasin d'ordinateurs, devint la première victime mortelle du poseur de bombes. Ce que le FBI avait craint toutes ces années était finalement arrivé. Le poseur de bombes avait pris une vie. Maintenant, la pression sur eux se multiplia. Et le problème était qu'ils n'avaient toujours rien. Ils poursuivaient des indices, ici et là. Mais tout menait à des impasses. Le poseur de bombes restait extrêmement prudent et ne laissait jamais de traces derrière lui. Après ce bombardement, Ted écrivit dans ses journaux chiffrés « Excellent ». La bombe a finalement atteint son objectif, une façon très humaine de tuer quelqu'un. Il n'a probablement rien senti. Clairement, Ted était content que sa bombe ait finalement tué quelqu'un. Le FBI commença à allouer plus de ressources et de main-d'œuvre au cas, craignant que le poseur de bombes augmente le rythme de ses attaques, surtout après son premier meurtre réussi. Mais contrairement à leurs attentes, le poseur de bombes disparut encore pendant un moment. Il sembla que Ted était si satisfait de cette opération qu'il décida de prendre une pause. 1 an et 2 mois plus tard, Ted revint avec sa 12e bombe le 20 février 1987. La cible était la même qu'avant, un magasin d'ordinateurs, mais cette fois, c'était à Salt Lake City, dans l'Utah. Loin du premier magasin, la seule chose que les 2 magasins avaient en commun était qu'ils vendaient des ordinateurs. Mais cette fois, une employée travaillant au magasin vit Ted placer la bombe dans le parking devant le magasin. Bien sûr, à ce moment-là, elle ne savait pas que c'était une bombe. Elle vit un homme étrange portant un sweat à capuche et des lunettes de soleil placer une boîte en bois à côté des voitures. C'était quelque chose d'étrange à faire, un comportement inhabituel, mais il ne lui vint jamais à l'esprit que cela pourrait être une bombe. Alors elle retourna au travail et l'oublia. Environ 1 heure plus tard, le propriétaire du magasin, dont le nom était Gary Wright, sortit les poubelles et quitta le magasin pour les jeter. Sur le chemin du retour, il vit la boîte étrange et la curiosité eut le dessus sur lui. Alors il s'approcha et la ramassa.
et au moment où il la souleva, la bombe explosa violemment. Il fut gravement blessé, mais survécut miraculeusement. C'était le même type de bombe qui avait tué la victime précédente. Juste un seul clou ou morceau d'éclat d'obus allant dans la mauvaise direction, frappant sa tête ou sa poitrine, aurait pu le tuer. Mais heureusement, la plupart des éclats et des clous frappèrent la partie inférieure de son corps. Alors il put survivre, bien que ses blessures fussent graves et qu'il ait même perdu quelques doigts. Après cette attaque, Ted écrivit dans son journal chiffré « La bombe détonna bien, mais le résultat fut insatisfaisant. » Le FBI arriva immédiatement sur la scène de crime et commença à enquêter. Initialement, ils furent excités parce qu'ils trouvèrent des preuves médico-légales dans les restes de la bombe. Ils trouvèrent des cheveux, pas juste 1 ou 2 brins, mais beaucoup. Mais ils réalisèrent rapidement que les cheveux provenaient de différentes personnes et que le poseur de bombe les avait délibérément plantés dans la bombe pour les induire en erreur. Ted avait intentionnellement fait cela. Il alla dans les toilettes publiques, collecta les cheveux de divers individus et les plaça dans la bombe pour dérouter le FBI ou se moquer d'eux. Malgré tout, les enquêteurs avaient une piste solide cette fois. Le témoin, l'employé du magasin, qui avait clairement vu le poseur de bombe placer le dispositif dans le parking. Elle eut une bonne vue de son visage. Alors le FBI fit venir un dessinateur portraitiste et créa des portraits robots du poseur de bombe. Ils allèrent immédiatement aux médias et publièrent le croquis partout. C'était comme s'ils étaient ravis d'avoir finalement trouvé quelque chose dans le cas. Pour la première fois en toutes ces années, ils avaient une vraie piste qui pouvait les pointer vers le poseur de bombe. Le croquis fut imprimé dans les journaux et montré dans chaque émission d'information et conférences de presse liées au cas. Sa publication ranima le cas dans les médias. Le cas avait déjà été célèbre dès le début, mais maintenant tout le pays en parlait. Même les médias internationaux commencèrent à le couvrir. Mais ce que le FBI ne savait pas, c'est que Ted avait pris des précautions même pour ce scénario. Quand Ted sortait en mission de bombardement, il rasait sa barbe et ne gardait qu'une petite moustache. Il savait qu'il y avait une chance que quelqu'un puisse le voir placer une bombe. Après avoir terminé une mission, il retournerait à sa cabane et s'isolerait dans les bois jusqu'à ce que sa barbe repousse complètement. Il ne quittait littéralement pas la cabane, ni pour aller en ville, ni nulle part ailleurs, jusqu'à ce que sa barbe soit longue à nouveau. C'était une des routines qu'il suivait toujours dans ses opérations, montrant à quel point il était prudent et calculateur. Tout ce qu'il faisait était méticuleusement planifié. Mais dans tous les cas, après que le croquis fut publié, Ted disparut pour longtemps. Il disparut pendant 6 ans et n'effectua aucun nouveau bombardement pendant toute cette période. Il semble que Ted fut effrayé. C'était la première fois que quelqu'un l'avait vu. Et pour quelqu'un d'aussi prudent que lui, c'était un développement sérieux. Alors, il décida d'arrêter ses opérations indéfiniment. Pendant ces 6 années, Ted vécut dans sa cabane. Parfois, il allait en ville, visitait la bibliothèque pour lire quelques livres, partait en petites aventures ici et là, comme celles que nous avons vues plus tôt, s'occupait de son jardin, chassait de petits animaux dans la forêt et se promenait dans la nature. C'était sa vie. Le FBI espérait obtenir de nouvelles pistes après avoir publié le croquis, mais le cas resta stagnant sans progrès. Quand les 6 années passèrent sans aucun nouveau bombardement, le FBI commença à croire qu'ils n'entendraient plus jamais parler du poseur de bombes. Ils assumèrent, comme ils l'avaient fait dans les premiers jours, qu'il pourrait avoir été arrêté pour un autre crime ou peut-être même être mort, possiblement explosé en testant une bombe. Mais avant que le FBI puisse pleinement croire cette théorie, le poseur de bombes frappa à nouveau avec sa 13e bombe le 22 juin 1993. La cible, cette fois, était un généticien nommé Docteur, Charles Epstein, qui vivait en Californie. Le docteur arriva chez lui et trouva un paquet dans sa boîte aux lettres. Il n'était de personne qu'il connaissait, mais il avait son nom dessus.
Il n'était pas inhabituel pour lui de recevoir des paquets ou des lettres d'inconnus, car il était un scientifique bien connu dans son domaine et recevait parfois du courrier ou même des cadeaux d'étudiants ou de collègues qui appréciaient son travail ou voulaient le contacter. Alors il ne le trouva pas suspect. Aussi, gardez à l'esprit que le poseur de bombes avait disparu pendant 6 ans. Alors les gens avaient oublié et baissé leur garde. Le scientifique prit le paquet à l'intérieur, et sa femme et sa fille étaient dans le salon. Il bavarda avec elles un peu et leur dit qu'il avait reçu un paquet et ne savait pas qui l'avait envoyé. Sa femme plaisanta même, disant « Oh, devrais-je m'inquiéter de tes admiratrices secrètes maintenant aussi ?» Il rit de sa plaisanterie, prit le paquet et alla dans sa chambre. Quelques instants plus tard, une explosion violente secoua la maison. Le scientifique souffrit de blessures extrêmement graves. Il perdit 3 doigts et ses tympans furent gravement et définitivement endommagés. Il perdit partiellement son ouïe. Malgré tout, il eut de la chance de survivre, parce que cette bombe était plus forte et plus violente que les précédentes. Il était clair que le poseur de bombes avait fait des améliorations majeures à ses explosifs pendant ces 6 années. Le FBI déclara immédiatement l'état d'urgence. Le poseur de bombes était-il vraiment revenu après toutes ces années? Ou était-ce un imitateur? Que se passait-il? Avant même que le FBI ait eu le temps de rouvrir le cas, une autre explosion se produisit. Cette fois, Ted frappa rapidement. Juste 2 jours plus tard, il envoya la bombe numéro 14, le 24 juin 1993. La cible était un professeur d'informatique nommé David Gilernter, à l'université de Yale, dans le Connecticut. Le professeur arriva à son bureau et reçut un paquet de sa secrétaire. Le paquet était identique à celui envoyé à la victime précédente 2 jours plus tôt. En fait, Ted avait envoyé les 2 paquets en même temps, mais celui-ci fut retardé à cause de la plus grande distance. Le professeur ouvrit le paquet et il explosa immédiatement dans son visage. Comme la victime précédente, il souffrit de blessures graves. Un de ses yeux fut gravement endommagé et il perdit la capacité d'utiliser correctement sa main droite à cause des dommages nerveux causés par l'explosion. Ces bombardements dominèrent les nouvelles. Tout le monde parlait du retour du poseur de bombes après une absence de 6 ans. 2 attaques dos à dos, quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. La panique se répandit rapidement et les gens devinrent effrayés d'ouvrir leur courrier. Le FBI relance leur enquête avec toute leur force et établit une force spéciale pour poursuivre le poseur de bombes. Elle incluait 150 agents du FBI et devint la plus grande force spéciale jamais assemblée pour attraper un seul homme dans l'histoire du FBI. À l'époque, elle devint l'enquête la plus extensive et coûteuse que le FBI ait jamais entreprise. Après que les spécialistes médico-légaux examinèrent les 2 bombes, ils découvrirent que le poseur de bombes avait commencé à utiliser un nouveau mélange explosif fait de chlorate. Cette substance n'exigeait pas de tuyaux dans la bombe pour détonner, ce qui marquait un développement majeur dans sa technique de fabrication de bombes. Quelques heures après le 2e bombardement, un message arriva au New York Times, l'un des journaux les plus éminents aux États-Unis. Le message était du poseur de bombes et consistait en une courte note dans laquelle il écrivait « Nous sommes un groupe anarchiste qui s'appelle SC ». Le poseur de bombes se présentait comme faisant partie d'un groupe plutôt que comme un individu seul, ou peut-être voulait-il simplement dire qu'il se considérait comme un groupe ou une organisation. La lettre déclarait aussi que la date à laquelle elle fut envoyée précédait un événement significatif, se référant aux 2 bombardements récents. En fait, le message était daté d'avant les attaques, signifiant qu'il avait été envoyé par la poste avant que les bombes explosent, mais n'arriva qu'après. Dans le message, l'expéditeur prétendait que ce groupe, appelé FC, était responsable des bombardements et en prenait publiquement le crédit. Il écrivit aussi que le FBI était au courant des initiales FC qui avaient été trouvées sur les bombes.
Importante, le FBI n'avait jamais révélé ce détail au public. Le fait que le poseur de bombes signait ses dispositifs avec FC était classifié. En révélant cela dans son message, le poseur de bombes prouvait essentiellement son identité aux journalistes du New York Times et tentait d'établir une ligne directe de communication avec eux. Le poseur de bombes écrivit aussi qu'il fournirait plus d'informations sur ses objectifs à l'avenir. À la fin du message, il inclut un numéro d'identification unique 553 254 394. Il expliqua que ce numéro devrait être gardé secret et utilisé pour vérifier les communications futures. Donc, si le Times ou le FBI recevait un autre message avec ce numéro, il le reconnaîtrait immédiatement comme venant de lui. Le New York Times informa promptement le FBI, qui confirma que le message avait effectivement été envoyé avant les bombardements, renforçant son authenticité. Cela marqua un point tournant majeur dans le cas, car c'était la première fois que le poseur de bombes exprimait un désir de communiquer et partager ses motifs. Jusqu'à ce point, le FBI était encore perdu et confus. Il ne comprenait pas ses motifs ou pourquoi il ciblait des gens sans connexion évidente, sauf qu'ils étaient docteurs, scientifiques ou travaillaient dans les industries informatiques et technologiques. Une théorie qu'ils avaient était que les cibles étaient presque sélectionnées au hasard, possiblement par quelqu'un de mentalement instable, amer envers le système éducatif ou le monde académique pour avoir échoué dans ses propres études. Mais l'analyse du FBI ne pouvait pas être plus loin de la vérité. Bien que le message n'expliquait pas entièrement les motifs du poseur de bombes, il introduisait une nouvelle possibilité: que le poseur de bombes pourrait être un groupe de personnes plutôt qu'un seul individu. Malgré tout, le FBI penchait vers la théorie que c'était juste une personne. Après tout, il semblait invraisemblable qu'un groupe puisse couvrir ses traces si parfaitement pendant tant d'années s'il y avait plusieurs personnes impliquées. Sûrement, quelques preuves auraient fait surface. Donc, la théorie de travail principale restait une personne agissant seule. La façon dont le poseur de bombes se décrivait, comme faisant partie d'un groupe anarchiste, était significative. Les anarchistes ou groupes anarchistes s'opposent typiquement aux systèmes gouvernementaux et aux structures sociétales. Ils visent à détruire l'ordre actuel et à le reconstruire. Certains ont même des penchants environnementaux, rejetant le progrès technologique et l'industrie moderne. Cela offrait au FBI des indices dans l'idéologie du poseur de bombes, et ils commencèrent à le comprendre un peu mieux. L'enquête continua, mais le cas resta froid, sans nouvelles pistes ni bombardements pendant 1 an et demi. À ce moment-là, Ted, le poseur de bombes, était frustré par les résultats de ses 2 dernières attaques. Après une pause de 6 ans, il avait espéré revenir avec un impact puissant. Bien que les bombardements fussent plus destructeurs et causèrent des blessures graves, ils n'atteignirent pas ce qu'il voulait: tuer. Dans son journal chiffré, Ted écrivit qu'il était déçu des résultats. Cela l'amena probablement à disparaître à nouveau pour encore 1 an et demi, mais il reviendrait, avec la bombe numéro 15, le 10 décembre 1994. Cette fois, sa cible était différente. Thomas Moser, un cadre dans une entreprise de publicité au New Jersey. Dans son journal, Ted expliqua que la raison pour laquelle il choisit Moser était parce que son entreprise avait fait du travail de relations publiques pour Exxon, une compagnie pétrolière que Ted voyait comme un destructeur environnemental. Comme d'habitude, il envoya la bombe par la poste dans un paquet adressé directement à Moser. Le paquet ne déclencha aucune alarme. Moser était, après tout, un cadre publicitaire et recevait régulièrement du courrier de diverses personnes et institutions. Le paquet était étiqueté comme venant du département d'économie de l'Université de San Francisco. Quand Moser l'ouvrit, une explosion puissante fut déclenchée. L'explosion fut si intense qu'elle le décapita instantanément. Ted avait finalement atteint le niveau de destruction qu'il avait visé depuis le début. Dans son journal,
Il écrivit qu'il était satisfait du succès mortel de la bombe. Le FBI était sous une pression immense, politiquement, des médias et du public. Malgré le lancement de la plus grande enquête de leur histoire, ils n'avaient pas été capables d'identifier un seul suspect, ou même de trouver une trace. C'était profondément frustrant. Des milliers de conseils affluèrent de partout dans le pays, de gens qui pensaient connaître le poseur de bombes, soupçonnaient quelqu'un dans leur cercle ou avaient juste des intuitions. La plupart de ces pistes étaient inutiles, mais le FBI devait faire le suivi d'autant que possible, craignant qu'un vrai indice puisse être enterré parmi elles. Malgré toutes leurs ressources, le FBI tâtonnait encore dans le noir. Voici un exemple qui montre l'étendue de leurs efforts. Dans le message au New York Times, ils trouvèrent une impression sur l'enveloppe, comme si quelqu'un avait écrit une note sur un papier placé dessus, laissant une empreinte faible. La phrase était « Appelez Nathan R ». Le FBI croyait que cela pourrait être une erreur du poseur de bombe lui-même, possiblement une note qu'il avait griffonnée en préparant l'enveloppe. Pour enquêter, ils tentèrent de contacter chaque personne, nommée Nathan R, aux États-Unis, signifiant n'importe qui nommé Nathan dont le nom de famille commençait par un R. Il y avait des milliers de telles personnes, et le FBI en contacta plus de 10 000. Mais ultimement, cette piste ne mena nulle part. Ils conclurent que le message était probablement juste un leurre planté par le poseur de bombes. Cela vous donne une idée de la quantité énorme de ressources et de main-d'œuvre que le FBI versa dans le cas, juste pour une phrase trompeuse, parmi d'innombrables autres enquêtes qu'il menait. Toutes menèrent à des impasses. 5 mois plus tard, le poseur de bombes frappa à nouveau avec la bombe numéro 16 le 24 avril 1995. Cette fois, la cible était Gilbert Murray, chef de l'Association forestière de Californie, une organisation responsable de réguler l'exploitation forestière tout en gérant les ressources forestières. Ted les voyait comme des méchants environnementaux et décida de cibler Murray. Il envoya une bombe par la poste, et quand Murray ouvrit le paquet, son bureau fut instantanément transformé en scène de dévastation. C'était la bombe la plus puissante à ce jour. Murray fut littéralement mis en pièces et mourut instantanément. Le niveau de destruction choqua même le FBI. Tout dans le bureau fut incinéré. C'était un nouveau niveau de violence, contrairement à n'importe laquelle des attaques précédentes. Les nouvelles se répandirent rapidement à travers tous les médias. Chaque chaîne et journal couvrit l'histoire. La peur et la panique saisirent la nation. Le poseur de bombes avait maintenant montré qu'il pouvait tuer avec facilité, et ces bombes étaient devenues terriblement mortelles. Les 2 derniers bombardements avaient pris des vies instantanément. La paranoïa publique monta en flèche. Les gens devinrent terrifiés d'ouvrir leur courrier. Chaque fois que quelqu'un recevait un paquet, il l'inspectait soigneusement, vérifiant les bosses, les odeurs étranges, les résidus poudreux ou les marques graisseuses. Certains reniflaient même leurs paquets ou les tâtaient partout, essayant n'importe quel moyen de détecter une bombe. C'est à quel point le public était devenu effrayé. Le FBI offrit même une récompense d'1 million de dollars pour quiconque pourrait fournir des informations menant au poseur de bombes. Pendant les années d'isolement de Ted dans sa cabane, il écrivit un manifeste de 56 pages contenant 35 000 mots, tous tapés sur sa machine à écrire. Dans ce livret, il exposa toutes ses idées, idéologies et vues sur la société et le développement technologique. Le 25 juin 1995, Ted envoya ce livret accompagné d'une lettre de 3 pages au New York Times. Dans cette lettre, il parlait comme s'il représentait un groupe appelé FC, une abréviation qu'il expliqua signifiait Freedom Club. Au début de la lettre, il écrivit « Nous sommes le groupe terroriste FC », ses propres mots. Il étiqueta explicitement le groupe comme terroriste et revendiqua la responsabilité, au pluriel, pour les 2 derniers bombardements qui avaient tué des victimes. Pour prouver son identité,
Il inclut le même numéro utilisé dans sa lettre précédente, 553 254 394, un numéro connu seulement du New York Times et du FBI, confirmant ainsi sa paternité. Dans cette lettre, le poseur de bombes critiqua durement le FBI, les appelant incompétents et une plaisanterie, les accusant d'essayer de le dépeindre dans les médias comme un fou ou un homme fou, ce qu'il nia fortement. Il précisa que ses principales cibles étaient les scientifiques et les individus travaillant dans le secteur technologique, ceux qui poussaient l'humanité vers un mode de vie dépendant de la technologie. Il reconnut aussi la douleur qu'il avait causée à des innocents, comme la secrétaire qui avait ouvert une bombe destinée à un professeur, ou l'assistant qui en avait ouvert une autre à la place de la cible visée. Ted considérait ces personnes comme innocentes et exprima des regrets, surtout pour une tentative antérieure de faire tomber un avion. Il admit qu'il était plus jeune et plus immature à l'époque, et déclara qu'il était heureux que la bombe ait échoué, réalisant à présent que l'avion transportait probablement des innocents. Cependant, il resta catégorique. Ces autres attaques étaient justifiées. Il croyait que les 2 personnes mortes le méritaient, ainsi que beaucoup de ceux qui avaient été blessés. Dans ce message, Ted semblait présenter ses actions comme nobles et pleines de sens. La partie la plus importante de la lettre se trouvait à la fin, où Ted proposa un marché. Si le livret qu'il avait joint était publié en entier dans le journal, il arrêterait tous les futurs attentats. C'était l'offre qu'il fit au New York Times. Il envoya aussi la même offre et une copie du manifeste au Washington Post, un autre grand journal. Les 2 journaux contactèrent immédiatement le FBI, en raison des implications pour la sécurité nationale. Ils ne pouvaient rien publier sans l'approbation du FBI. En lisant le manifeste, le FBI fut choqué par son contenu. Il était rédigé avec clarté et rigueur intellectuelle, prouvant que son auteur n'était ni fou ni incohérent, comme il l'avait supposé. Le manifeste était organisé comme une thèse de doctorat ou un véritable article académique. Le message central du manifeste était une opposition farouche à la technologie et à la dépendance croissante de la société moderne envers elle. Ted décrivait la technologie comme une force maléfique, attirant les gens avec la promesse de liberté et d'une vie meilleure, pour finalement les asservir. Il justifiait les meurtres et les attentats comme un moyen nécessaire d'attirer l'attention du public et de transmettre son message. Cela, dans son esprit, expliquait ses crimes. Le FBI faisait maintenant face à un dilemme. Fallait-il publier le manifeste, satisfaire la demande du poseur de bombes et espérer qu'il tiendrait parole, ou refuser et risquer de nouvelles attaques? Cela déclencha de vifs débats au sein du FBI. Certains affirmaient qu'il était inacceptable de négocier avec un criminel, tandis que d'autres croyaient que publier le manifeste pouvait sauver des vies si le poseur de bombes restait fidèle à sa parole. Il y avait aussi la possibilité que quelqu'un, familier avec l'auteur, reconnaisse son style d'écriture et se manifeste. Au départ, la direction du FBI était contre la publication, mais elle conclut finalement que le ton du manifeste montrait que son auteur était fier de ses mots et qu'il respecterait probablement sa promesse. S'il la rompait, sa crédibilité serait détruite. Ils décidèrent donc que la publication pourrait être l'option la plus sûre et potentiellement la clé pour l'identifier. Ainsi, le 19 septembre 1995, le Washington Post publia l'intégralité du manifeste, toutes ses 56 pages et chaque mot. Ce jour-là, le journal fut épuisé dans tout le pays. Tout le monde voulait le lire, car l'affaire était devenue l'une des histoires les plus commentées en Amérique. Après la publication du manifeste, le nombre de signalements envoyés au FBI explosa. Les gens, partout dans le pays, commencèrent à soupçonner des amis, des connaissances, voire des membres de leur famille, d'être le poseur de bombes. Le flot de rapports submergea la cellule spéciale du FBI qui eut du mal à suivre. Parmi ceux qui lurent le manifeste, il y avait une femme nommée Linda Kaczynski. Attendez,
Kaczynski? Qui était-elle? Linda était la femme de David Kaczynski, le frère cadet de Ted. Nous avons parlé de David plus tôt. Lui et Ted avaient été très proches dans leur jeunesse, et même à l'âge adulte. David avait aidé Ted à construire sa cabane dans les bois. Mais plus tard, leur relation se détériora, surtout après une dispute dans une compagnie de téléphone où Ted avait travaillé et où une femme qu'il aimait l'avait rejeté. Après cela, David ne revit plus jamais Ted. Plus de 20 ans passèrent sans aucun contact. Ils avaient échangé quelques lettres après la dispute, mais même cela s'éteignit avec le temps. David n'avait aucune idée d'où se trouvait son frère, ni de ce qu'il était devenu. Leur mère, qui était encore vivante à l'époque, avait elle aussi échangé quelques lettres avec Ted, mais il finit par la couper également. Ted avait complètement rompu avec sa famille, et il n'avait donc aucun soupçon qu'il puisse être le poseur de bombes. Mais quand Linda lut le manifeste, elle remarqua immédiatement une similarité entre les idées de l'auteur et celles de Ted. Ironiquement, Linda n'avait jamais rencontré ni parlé à Ted. Elle avait épousé David après que Ted se soit déjà isolé. Dans ses dernières lettres à David, Ted avait critiqué son mariage, écrivant des choses comme « Tu as laissé une femme faire de toi sa propriété. Elle t'a fait abandonner tes principes. Et ton frère. Elle te contrôle d'une manière écœurante. » Ted détestait leur relation et décrivait Linda en termes extrêmement durs, même s'il ne l'avait jamais rencontrée. Dans la dernière lettre qu'il envoya à David, il lui dit qu'il ne voulait plus aucun contact, qu'il ne voulait plus rien entendre de lui. Et ce fut la fin. Plus aucune lettre. À partir de là, Ted devint le poseur de bombes et poursuivit ses attaques pendant 18 ans. Pendant tout ce temps, il communiqua rarement, voire jamais, avec son frère ou sa mère. Il les avait presque totalement exclus de sa vie. Dès le début, Linda avait eu l'impression que Ted n'était pas mentalement stable, qu'il avait des problèmes psychologiques et émotionnels. Elle répétait souvent à son mari, David, que son frère avait clairement besoin d'aide et d'un traitement professionnel. Mais David rejetait souvent ses inquiétudes, affirmant que Ted était simplement difficile à comprendre. Un esprit brillant avec des problèmes sociaux. Quelqu'un simplement différent. Pourtant, Linda n'était pas convaincue. Elle avait lu les lettres de Ted à sa mère et à son frère, et elle sentait qu'aucune personne mentalement stable, quelle que soit son intelligence, ne penserait ou ne s'exprimerait de cette façon. Même avant que Ted ne devienne le poseur de bombes tristement célèbre, Linda avait déjà senti qu'il nourrissait une haine profonde pour la société moderne, surtout pour son obsession de la technologie. Ses écrits regorgeaient de diatribes contre le progrès technologique, et il exprimait souvent son mépris pour la direction que prenait la société. C'était, croyait-elle, la raison même pour laquelle il avait choisi de s'isoler dans une cabane reculée dans les bois et de couper tout lien avec le monde civilisé. Alors, quand Linda lut le manifeste publié par le poseur de bombes dans le Washington Post, Ted lui vint immédiatement à l'esprit. Les idées du manifeste étaient étrangement familières, exactement comme celles de Ted. Elle alla voir David et lui demanda s'il l'avait lu. Il ne l'avait pas. Il dit qu'il n'était pas particulièrement intéressé par l'affaire, mais Linda insista. Quelque chose là-dedans résonnait beaucoup trop près de leur vie. Elle lui dit que le contenu du manifeste reflétait presque parfaitement les croyances et le ton de Ted. David était sceptique, choqué même par la suggestion, mais Linda le poussa à le lire par lui-même. Quand David commença à lire le manifeste, Linda observa son expression changer. Sa mâchoire s'abaissa lentement, ses yeux s'écarquillèrent, et un regard d'incrédulité s'installa sur son visage. Ce qu'il lisait n'évoquait pas seulement les croyances de Ted, cela correspondait exactement à son style d'écriture, sa structure de phrase et son vocabulaire. Lorsqu'il eut terminé, David essayait encore de nier la possibilité. L'idée que son propre frère, le discret et solitaire Ted,
puisse être le terroriste le plus recherché du pays était presque impossible à accepter. Mais il savait aussi que s'il ignorait les signes et que Ted était réellement le poseur de bombes, alors le sang de futures victimes serait sur ses mains. D'un autre côté, s'il creusait davantage et confirmait ses soupçons, il ferait face à l'insupportable réalité, devoir dénoncer son propre frère aux autorités. Encouragés par Linda, les deux commencèrent une comparaison minutieuse entre les anciennes lettres de Ted et le manifeste publié. Ils étalèrent toute la correspondance que David avait conservée de Ted et commencèrent leur propre enquête. Plus ils regardaient, plus les similarités devenaient indéniables. Même thème, même phrase, même schéma de pensée. David alla même chez sa mère pour récupérer les lettres que Ted lui avait envoyées au fil des ans. Celles-là aussi correspondaient au ton et aux idées du manifeste. Mais ce n'était pas tout. En examinant les attaques précédentes du poseur de bombes, ils découvrirent un recoupement troublant avec l'histoire personnelle de Ted. 2 attentats avaient eu lieu à l'Université de Californie, Berkeley, l'université même où Ted avait enseigné comme professeur. Un autre s'était produit à l'Université du Michigan, où Ted avait obtenu son doctorat. Ce n'étaient pas des coïncidences. Puis vint la découverte finale, la plus accablante. En fouillant d'anciens documents, David trouva un long manuscrit que Ted avait écrit en 1971. Les idées et arguments philosophiques de ce document étaient pratiquement identiques à ceux du manifeste du poseur de bombes. Même structure, même raisonnement, même voix. C'était comme si ce vieux manuscrit avait été l'ébauche de ce qui devint plus tard le tristement célèbre manifeste. Pour David, il n'y avait plus de doute. À ce stade, il n'avait pas d'autre choix que d'affronter la réalité. Son frère était très probablement le poseur de bombes. Il dut se forcer à contacter le FBI et à le dénoncer. David appela donc la ligne téléphonique spéciale pour l'affaire et transmit un signalement. Il envoya aussi par fax certaines lettres de son frère pour les comparer avec le manifeste. David s'attendait à une réponse rapide, mais une semaine passa, puis 2, puis 3, sans nouvelles du FBI. Cela s'expliquait probablement par le fait que la cellule spéciale, malgré sa taille et ses moyens, recevait des milliers de signalements. À un moment donné, la liste des suspects compilée à partir de ces indices comptait plus de 2400 noms, et Ted figurait tout en bas, puisque le signalement de David était arrivé tard. Après plus d'1 mois sans réponse, David reprit contact, cette fois en demandant à parler directement à un responsable de l'enquête. L'officier qui l'eut au téléphone lui dit d'abord qu'il traitait les signalements un par un et qu'ils arriveraient aux siens, mais David insista pour qu'il regarde les lettres qu'il avait envoyées. L'officier le fit et vit immédiatement que les affirmations de David étaient très crédibles. Il transmit l'appel à un des responsables de la cellule, qui examina aussi les lettres et reconnut rapidement les ressemblances frappantes. Le FBI donna aussitôt la priorité au signalement de David, commença à examiner attentivement les lettres et documents de Ted et envoya même des agents chez David pour récupérer les originaux. En une nuit, Ted Kaczynski devint le principal suspect du FBI. Après avoir analysé toutes les lettres et documents, le FBI trouva des centaines de similitudes avec le manifeste. Parallèles dans les idées, la philosophie, le style, la structure, tout. Ensuite, en enquêtant sur le passé de Ted, il put refaire correspondre ses déplacements avec ceux du poseur de bombes. À partir de là, ils formèrent une équipe spéciale chargée de surveiller Ted. À ce stade, ils n'avaient toujours pas de preuves définitives pour l'arrêter, seulement des ressemblances linguistiques et stylistiques insuffisantes pour une arrestation. Cependant, ils soupçonnaient que sa cabane, perdue au fond de la forêt, contenait probablement toutes les preuves nécessaires. Mais pour la fouiller, ils avaient besoin d'un mandat de juge, une procédure qui pouvait prendre plusieurs jours. En attendant, ils envoyèrent une équipe pour commencer la surveillance de Ted. Plusieurs agents se rendirent dans la petite ville de Lincoln, dans l'ouest du Montana. Une fois sur place,
Ils interrogèrent les habitants qui confirmèrent que Ted se trouvait probablement dans sa cabane. « On ne l'avait pas vu depuis un moment. Ce n'était pas inhabituel, dirent-ils. » Ted passait souvent de longues périodes, parfois des mois, isolé dans la forêt sans venir en ville. Certains agents, vêtus en civil, s'enfoncèrent dans les bois pour repérer la cabane et évaluer le terrain. Pendant ce temps, le FBI contacta les autorités locales, dont un agent des services forestiers nommé Jerry Burns, qui connaissait personnellement Ted. Burns avait parfois rendu visite à Ted dans sa cabane et échangé de petites conversations avec lui, donc ils se connaissaient un peu. Le FBI demanda à Jerry de les aider pour l'arrestation, en expliquant qu'il croyait que Ted était le poseur de bombes, l'homme le plus recherché d'Amérique. Burns fut choqué, mais accepta de coopérer pleinement. Le FBI surveilla la cabane pendant plusieurs jours en préparant l'arrestation. Une fois le mandat obtenu, une vaste opération fut déclenchée. Plus de 100 agents et officiers du FBI et des forces spéciales furent déployés. Une opération à grande échelle pour cette petite ville. À l'aube du 3 avril 1996, ils se mobilisèrent dans la forêt. Les forces spéciales et les équipes tactiques se déployèrent à travers les arbres entourant la zone de la cabane. Cependant, ces unités n'étaient qu'un renfort. Le plan n'était pas de prendre la cabane d'assaut directement, car Ted était connu pour posséder un fusil et pouvait résister violemment à l'arrestation. Pire encore, la cabane pouvait être piégée avec des explosifs. L'objectif était de le surprendre et de l'arrêter sans confrontation. Le plan d'arrestation impliquait 3 personnes s'approchant de la cabane. Un responsable du FBI, un haut gradé des forces de l'ordre local et Jerry Burns, le garde forestier. Tous étaient vêtus en civil, sauf Burns, qui portait son uniforme habituel. L'idée était que Burns attire Ted dehors grâce à leur familiarité. En s'approchant, Burns commença à appeler « Ted, tu es là? C'est Jerry? J'ai 2 hommes ici d'une compagnie de forage et nous devons te poser quelques questions. » Ted mordit à l'hameçon. Il ouvrit la porte de la cabane et regarda dehors. Burns le salua et expliqua que les hommes venaient d'une entreprise appelée Nordic Drilling, cherchant à louer des droits dans la zone, et voulait confirmer les limites de propriété pour ne pas empiéter sur ces terres. Ted fit une pause un instant, étudiant leur visage. Les 2 hommes paraissaient plus âgés et ressemblaient, de manière crédible, à des employés d'une société de forage. Il répondit « D'accord, laissez-moi juste le temps d'aller chercher mes chaussures. » Mais dès qu'il leur tourna le dos, Burns l'attrapa et le tira dehors. Les 2 autres se précipitèrent, le plaquèrent au sol et l'arrêtèrent. L'officier du FBI s'identifia et dit à Ted qu'il était en état d'arrestation et qu'ils avaient un mandat pour fouiller sa cabane. Finalement, le poseur de bombes fut arrêté et les images que vous voyez sont de véritables photographies du moment de sa capture. La nouvelle de l'arrestation se répandit rapidement dans tous les médias. C'était la plus grande affaire en Amérique à l'époque. Les journalistes et les chaînes d'information étaient littéralement à la cabane dès les premiers instants, car la nouvelle avait fuité. Le FBI et les brigades spécialisées dans les explosifs pénétrèrent dans la cabane et commencèrent leurs recherches. L'endroit se révéla être une véritable mine d'or. Rempli de toutes sortes de preuves nécessaires pour confirmer sa culpabilité, ils trouvèrent la machine à écrire qu'il utilisait, des matériaux pour fabriquer des bombes, des carnets et des journaux intimes pleins de notes et d'écrits, même des instructions manuscrites expliquant comment construire des bombes. Ils découvrirent aussi des brouillons ou premières versions de son manifeste, ainsi que des vêtements, dont un sweat à capuche et des lunettes, correspondant parfaitement au portrait robot établi à partir des témoignages. Le volume de preuves découvert dans la cabane était accablant. En fouillant, un agent du FBI tira une boîte de sous le lit. Elle était dans un sac en plastique. Lorsqu'ils ouvrirent le sac, ils trouvèrent une petite boîte entièrement enveloppée de papier aluminium. L'un des agents la prit et commença à l'inspecter.
Soudain, son instinct s'activa. Il reposa doucement la boîte et dit à ses collègues de reculer immédiatement. Des experts en explosifs furent appelés et, après inspection, confirmèrent qu'il s'agissait bien d'une bombe active. S'ils avaient fait un mauvais geste ou tenté d'ouvrir la boîte, elle aurait explosé. Il s'agissait en réalité de la dernière bombe fabriquée par Ted, entièrement prête et probablement destinée à sa prochaine victime. Heureusement, il fut arrêté avant de pouvoir l'envoyer. L'équipe de déminage réussit à la désamorcer en toute sécurité. Le FBI et les autres équipes de sécurité continuèrent de fouiller la cabane pendant des jours, inspectant chaque centimètre. Ils récupérèrent et consignèrent chaque objet trouvé. La cabane devint le témoin principal de l'une des affaires criminelles les plus infâmes de l'histoire moderne. À la suite de l'arrestation, il y eut une frénésie médiatique énorme. Après 18 ans, le mystérieux poseur de bombes qui avait frustré le FBI était enfin sous les verrous. Le nom de Ted Kaczynski était soudain sur toutes les lèvres. Tous les médias et journaux couvrirent l'affaire sans relâche. Il n'y avait pas une seule personne dans le pays qui n'en avait pas entendu parler. Même sa famille, son frère et sa mère, visibles dans les images, devinrent des cibles de l'attention médiatique intense. Ils étaient traqués par les caméras partout où ils allaient. À ce stade, le public commença à fouiller dans le passé de Ted, et les gens furent choqués par son histoire. Comment quelqu'un d'aussi brillant, un universitaire de haut niveau, un prodige des mathématiques, un ancien professeur d'université, avait-il pu se transformer en poseur de bombes en série? Cela alimenta encore davantage la tempête médiatique. Les gens devinrent fascinés, impatients de comprendre qui il était vraiment et quels événements l'avaient conduit sur cette voie sombre. Finalement, quelques vérités commencèrent à émerger. On découvrit que Ted avait vécu des situations troublantes durant son passage à Harvard, qui avaient peut-être planté les graines de son idéologie destructrice. Des idées de violence, de destruction et un sentiment anti-technologie. Il entra à Harvard à seulement 16 ans, le plus jeune parmi ses camarades, ce qui amplifia son sentiment d'isolement. Ses camarades de classe ne l'acceptaient pas vraiment, non seulement parce qu'il était plus jeune, mais aussi parce qu'il était plus intelligent. Durant son temps à l'université, Ted assista au cours d'un professeur nommé Henry Murray, chef du département de psychologie à Harvard. Murray était un psychologue renommé et une figure académique très respectée. Les étudiants l'admiraient profondément. Il était perçu comme un modèle, autant dans la vie académique que personnelle. Sa façon de parler, ses idées et sa présence exerçaient une attraction magnétique. Beaucoup d'étudiants espéraient se rapprocher de lui, et il distribuait parfois des tests psychologiques pour sélectionner ceux qu'il jugeait dignes d'entrer dans son cercle intime. Ted faisait partie de ceux qui recherchaient ardemment cette connexion. Avec le temps, le professeur Murray commença à remarquer l'intelligence de Ted et à lui accorder une attention particulière. C'était quelque chose que Ted désirait désespérément, surtout compte tenu de ses sentiments de solitude. Leur relation se développa, et Ted commença à se rendre presque chaque jour dans le bureau de Murray. Ils eurent de longues discussions sur la vie, la philosophie et des sujets personnels. Ted s'ouvrit complètement, partageant des pensées sur sa famille, ses ambitions, ses peurs et ses rêves. Murray écoutait et interagissait, le traitant presque comme un ami proche. Depuis ses premières années, Ted avait des opinions fermes contre la technologie et le progrès. C'était un garçon qui aimait la nature et adoptait une vie simple, croyant que la technologie ruinait la vie des gens et les asservissait. Ses idées étaient enracinées dans lui bien avant que des pensées plus sombres et criminelles n'apparaissent. Ted partageait souvent ses croyances avec le professeur Henry, qui écoutait avec respect et reconnaissait même certains points que Ted soulevait. Ce que Ted ne savait pas, cependant, c'est que le professeur Henry avait des liens secrets avec la CIA. Il ignorait que la CIA
avait recruté Henry pour mener des expériences sur les étudiants, en particulier ceux qui lui étaient proches, comme Ted. Il est probable qu'Henry ait attiré Ted précisément pour l'utiliser dans ses expériences psychologiques, ayant vu en lui à la fois de la brillance et des signes clairs de difficultés sociales, de solitude, d'isolement et de détachement, ce qui en faisait une cible idéale pour de telles études. À mesure que leur relation se renforçait, Henry finit par convaincre Ted de participer à l'une de ses expériences. Un jour, en 1958, il emmena Ted dans une pièce sombre, un sous-sol du campus, attacha son corps à des fils et des capteurs pour surveiller ses réactions vitales, quelque chose ressemblant à un polygraphe, mais plus complexe. Puis, il éteignit les lumières et braqua un projecteur intense directement sur le visage de Ted. Au début, Ted ne comprit pas ce qui se passait. Il pensait qu'il s'agirait d'une expérience normale, mais soudain, il se retrouva attaché à une chaise dans une salle obscure, des fils connectés à son corps, dans une atmosphère qui ressemblait plus à un interrogatoire ou à une séance de torture. Sans prévenir, le professeur Henry fit entrer un groupe de psychologues, certains professeurs de Harvard, d'autres extérieurs à l'université. Tous étaient venus pour observer cette expérience. Ted était confus, mais tenta de rester optimiste, pensant que ce pourrait être une étude intrigante. Puis, tout changea. Le professeur chaleureux et amical que Ted connaissait devint froid et agressif. Il commença à interroger Ted sur ses croyances, surtout celles liées à la technologie et au progrès, les défiant agressivement comme s'il était en procès. Il soumit les idées de Ted à un examen brutal, allant même jusqu'à diffuser des enregistrements vidéo de leurs conversations passées, des enregistrements dont Ted ignorait l'existence. Il démolit ses croyances avec une critique impitoyable, les attaquant une par une. À seulement 16 ans, Ted fut submergé. Même lorsqu'il essayait de parler ou de répondre, il en était incapable. Le professeur Henry continua, disant qu'il avait partagé les vues de Ted avec les autres docteurs présents et qu'ils étaient tous arrivés à la même conclusion. Les idées de Ted étaient risibles et régressives, de simples fantasmes d'un enfant désespéré de se sentir unique. Ils affirmèrent que ses croyances n'étaient que des bribes recyclées de philosophie sans importance tirées de livres oubliés, et que lui, Ted, n'était personne, n'apportant aucune valeur à tout cela. À ce stade, vous vous demandez peut-être, que faisait ce professeur? Pourquoi menait-il tout cela? Quel était le but de l'expérience? La réponse est que cette expérience fut réalisée sous les directives de la CIA, qui à l'époque menait des expériences psychologiques visant à contrôler l'esprit humain et à pratiquer le lavage de cerveau. La plupart des gens savent que, dans les années 1950, la guerre froide entre l'Union soviétique et les États-Unis s'intensifiait. C'était une course aux avancées technologiques et scientifiques, et les Américains savaient que les Soviétiques menaient des expériences en psychologie et en lavage de cerveau. Donc, ils voulaient garder une longueur d'avance. Certaines de ces expériences impliquaient même l'usage de substances altérant l'esprit, comme le LSD. Le but de ces expériences était de trouver des moyens de briser une personne, de démanteler ses croyances et de la conditionner afin de la rendre plus facilement manipulable, interrogée et exploitée pour des informations. Cela faisait partie d'un programme secret de la CIA qui s'étendit de 1952 à 1973, connu sous le nom de MK-Ultra, officiellement déclassifié en 1975. Donc ce n'était pas juste une théorie du complot, mais un programme réel reconnu. Ils admettaient avoir conduit ces expériences dans diverses institutions, y compris des universités, pour explorer des méthodes de contrôle de l'esprit et d'interrogatoire psychologique. Bien sûr, ces expériences étaient profondément contraires à l'éthique et inhumaines. Elles eurent un impact psychologique sévère sur Ted et plantèrent probablement les graines de la destruction et de la violence qui le conduisirent
plus tard à devenir un poseur de bombes en série. Ironiquement, le poseur de bombes fut en quelque sorte un produit de la CIA et du gouvernement américain. Ted avait déjà ses propres vues et croyances sur la technologie et la société, mais le chemin violent qu'il choisit pour exprimer ses idées fut très probablement influencé par le traumatisme psychologique qu'il subit durant ses expériences. Ces expériences, en réalité, furent répétées plusieurs fois au cours des 3 années suivantes. Malgré sa dureté pendant les interrogatoires, le professeur Henry revenait ensuite agir comme un ami affectueux auprès de Ted, le manipulant en réalité. Imaginez un garçon de 16 ans, aussi intelligent ou brillant soit-il, manipulé psychologiquement par un expert du domaine. Le professeur Henry mourut en 1988, avant que l'identité de Ted comme poseur de bombes ne soit révélée et avant que son lien avec lui ne soit connu. La question de ces expériences refit surface durant le procès de Ted quand son équipe juridique les évoqua dans sa défense, arguant qu'il était mentalement instable et que ces expériences avaient déformé sa pensée et conduit à ses actes criminels. Leur but était de sauver Ted de la peine de mort, ses crimes y étant passibles, et ils adoptèrent donc une stratégie de défense basée sur l'insanité pour tenter d'obtenir une peine de prison à vie à la place. Mais Ted rejeta complètement cette stratégie. Il refusa de laisser ses avocats le présenter comme fou, car cela impliquerait que ses croyances étaient irrationnelles. Ses idées étaient son message au monde, et il n'autoriserait jamais qu'elles soient rejetées comme les divagations d'un malade. Dans des interviews ultérieures, Ted affirma que les expériences à Harvard ne l'avaient pas brisé ni changé. En fait, il déclara y avoir participé volontairement pendant 3 ans sans y être forcé. Quand on lui demanda pourquoi, il expliqua qu'il savait que le but des expériences était de détruire son esprit et ses croyances, et qu'il y allait pour prouver qu'on ne pouvait pas le briser. Ted insista sur le fait que les expériences ne l'avaient pas affecté comme ses avocats le prétendaient. Mais logiquement, c'est exactement ce qu'un cerveau lavé dirait. Quand Ted apprit que son frère David était celui qu'il avait dénoncé au FBI, il fut dévasté. Il croyait que, malgré la distance entre eux, son frère l'aimait encore, et il se sentit profondément trahi. Il dit à ses avocats qu'il n'avait plus de famille et ne voulait plus les voir ni entendre parler d'eux. Pendant ce temps, les avocats étaient secrètement en contact avec David, qui les pressait de poursuivre la défense pour folie afin de sauver Ted de l'exécution. L'équipe légale resta sur ce plan, contre la volonté de Ted, et demanda même au gouvernement de déplacer la cabane de Ted de la forêt vers un entrepôt sécurisé. En effet, ils firent venir un hélicoptère et élitreillèrent la cabane, qui se trouve encore aujourd'hui dans un dépôt du FBI. Le but était de l'utiliser comme preuve de la folie de Ted au procès. Après tout, quelle personne saine d'esprit choisirait de vivre dans une cabane primitive en pleine forêt, totalement isolée, sans les besoins vitaux les plus basiques? Il prévoyait même de comparer des photos de Ted en tant que professeur d'université à son apparence négligée lors de son arrestation, afin de montrer qu'il s'était transformé en fou. Les avocats firent tout cela derrière son dos et lui mentirent en face, lui disant de ne pas s'inquiéter et qu'il ne poursuivrait pas la défense pour insanité. Ted fut à plusieurs reprises choqué au tribunal de voir ses instructions ignorées et son équipe légale le dépeindre comme fou. Cela alla jusqu'à ce qu'il demande à les renvoyer et à se représenter lui-même, mais le juge refusa, disant qu'il était trop tard pour changer d'équipe. Ted, dans un profond état de frustration, tenta même de se suicider dans sa cellule, mais il fut arrêté à temps. C'est à quel point ses croyances et sa philosophie comptaient pour lui. Il ne pouvait pas les abandonner. C'était comme si les expériences de Harvard l'avaient poussé à s'y accrocher encore plus fortement. Elles étaient devenues son identité et son seul refuge. Abandonner ses idées aurait été s'abandonner lui-même. Quoi qu'il arrive, il refusa d'être qualifié de fou. Finalement,
l'accusation proposa un marché à Ted. Ils abandonneraient la peine de mort en échange d'une confession complète. Chaque détail de ses crimes et tout ce qui s'était passé du début à la fin. Ted refusa d'abord de parler, mais après tout ce qu'il endura avec son équipe juridique, il accepta l'accord. Il fut condamné à la prison à vie et envoyé à ADX Florence, la seule prison supermax des États-Unis. La prison la plus sécurisée du monde, hébergeant certains des criminels les plus dangereux et les plus notoires, y compris El Chapo. Dans cette prison, les détenus sont maintenus en isolement complet, ne se voyant jamais les uns les autres. C'est un isolement permanent, chaque prisonnier étant surveillé en permanence par des caméras. Ted passa la majorité de son temps dans sa cellule à écrire et était autorisé à envoyer ses écrits à l'extérieur et à communiquer avec des gens. Certains journalistes l'interviewèrent même pendant son incarcération. À sa façon de parler, on percevait de l'intelligence et de la lucidité. Beaucoup de ses idées étaient réfléchies, ce qui laissait les gens se demander « Comment quelqu'un d'aussi intelligent avait-il pu devenir un tueur ?» Quoi qu'il en soit, Ted resta dans cette prison jusqu'à la fin de sa vie. Il fut diagnostiqué d'un cancer en 2021 et après avoir combattu la maladie pendant 2 ans, il mourut en prison en 2023. Ainsi s'acheva l'histoire de Luna Bomber. Si vous avez apprécié cette histoire, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo.